Salut tout le monde, désolé pour cette petite intro voilà, où j'ai tapé mon téléphone, j'ai cliqué sur le bouton. Du coup, je suis désolé pour la lumière, vous allez voir qu'il y aura des petits reflets là, ici et par là, du coup qui est dû au fait que le placement de la caméra qui vise de face est cassé. Donc voilà, malheureusement, le peu de lumière qui rentre dedans, ben, forcément ça fait ça. Pourtant, j'ai éteint toutes mes lumières, j'ai juste mis une lumière derrière qui m'éclaire, que vous voyez bien. Mais le problème étant que ben, je ne peux pas totalement fermer la lumière du soleil qui rentre dans ma chambre et du coup qui donne les effets là. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux pour que vous ayez des vidéos plus ou moins de qualité avec le matériel que j'ai, mais malheureusement, avec un truc cassé, ben, c'est pas évident. Mais bon, on est là pour parler de koh. On va revenir sur certains points de ce qui s'est passé dans l'épisode. Et comme d'habitude, j'aime bien revenir aussi sur ce qui s'est passé entre deux épisodes. Parce que sur Internet, il s'en passe des choses. On va revenir sur deux choses. Une avant de commencer de parler de l'épisode et une deuxième en parlant de l'épisode en lui-même. Parce que, voilà, bon, ça va être au tout début aussi, mais vous verrez. Le premier truc, c'est que avec l'épisode de la semaine dernière où il y a eu beaucoup d'embrouilles et tout ça, beaucoup de personnes sur Internet trouvent que voilà, on est trop les anges de la télé-réalité, machin. Alors j'ai l'impression que c'est des gens qui regardent koh que depuis, je sais pas, le Covid ou depuis très peu d'années. Ou effectivement, sur ces dernières années, on a des castings assez lisses avec très peu de personnes de fort caractère, où dès qu'il y a une personne de fort caractère, boum, c'est tout de suite la personne détestée, euh, et qu'on va dégager. Bon, après, ça fait depuis, allez, attends, ça fait au moins 7-8 ans, parce que je suis en train de calculer par rapport à Clémentine, parce que Clémentine, c'était une fille à fort caractère qui gueulait pas mal, et bah, du coup, hop, sur les réseaux, je crois que c'est la personne qui a subi le plus de harcèlement par rapport à koh. Bon, il y en a qui ont eu pire, il y en a qui ont eu des menaces de mort, des trucs comme ça. Alors là, c'était lié à l'histoire avec le prof d'histoire, et du coup, Laurent des Quatre Terres avait subi, je crois, des menaces un peu dans le même genre. Bref, bon. Il y a des tarés qui traînent sur internet, hein. Voilà. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est des gens qui ne connaissent pas du tout koh. Des gens qui font genre ils connaissent alors qu'en vrai ils connaissent rien. Alors je ne dis pas que je suis le plus grand connaisseur, il y en a qui maîtrisent mieux certaines choses de koh que moi, mais en termes de personnages qui vont gueuler, il va y avoir des engueulades et tout, ben, il y en a toujours eu. Alors, peut-être pas dans la saison 1. La saison 2, je l'ai jamais trouvée complète sur internet, donc je l'ai jamais vue entière. Mais tu prends dès la saison 3 en 2003, 2004, dans ces années-là, donc il y a 20 ans, hein, écoutez bien, il y a 20 ans, hein, qui c'est qui était là? Moundir. Moundir, c'était quoi? Clash sur clash sur clash sur clash. Et pourtant, personne va nous dire que bah, Moundir, en 2003, c'était dans la télé-réalité. Bon, en même temps, je crois que ça n'existait pas encore, toutes ces conneries-là, là, les Marseillais et tout. Je crois que eux, ils n'existaient pas encore en 2003. Mais ça n'empêche pas que ce type de profil existait déjà. Même Moussa, Tony, tout ça, c'était quand même des caractères assez particuliers, hein. Aujourd'hui, certes, ça gueule, mais on a quand même des caractères quand même moins problématiques, on va dire. Euh, donc honnêtement, je trouve qu'on a quand même des bons profils cette année. Euh, et je trouve que le fait que des fois ils se prennent la tête, qu'ils se disputent, je trouve pas que ce soit un problème. Ça a toujours été à koh. On a toujours vu des coups de gueule poussés. Je pense à la saison avec François David, moi la saison 6 que j'aime beaucoup. J'aimerais beaucoup me la refaire celle-ci, parce qu'elle était vraiment très très bien. Pareil, t'as un conseil où ça finit en coup de gueule. Euh, Même les quatre terres qui est assez fade, et où on se fait chier, le conseil final, où t'as Dorian qui se prend une grosse soufflante dans la gueule. Le conseil final, tu comprends pas, mais
Je veux dire, ça a toujours été. 2017, t'avais Clémentine, t'as eu Yves. Si tu remontes hein, sur certains All-Stars, pareil, hein, surtout comme Mundirella, ça a pas mal pété. Je veux dire, les saisons de koh où il y a des forts caractères et où ça se rentre dedans, j'en suis sûr, on se refait toutes les saisons de koh j'en suis sûr que dans chaque saison, t'as au moins un pétage de câble où ça se rentre dedans. J'en suis sûr et certain. Parce que c'est obligé, avec la faim, le manque de fatigue et tout. Alors la saison 1, en vrai, je ne mettrai pas ma main au feu pour la saison 1, parce que la saison 1, ils avaient quand même... les règles n'étaient pas encore aussi dures que maintenant, ou la saison 3, parce que la saison 3, en plus, ils étaient dans une région un peu particulière, où ils se faisaient bouffer par les insectes et tout. Mais la saison 1, dans mes souvenirs, ils avaient quand même un peu plus de confort, ils pouvaient ramener aussi, je crois... un objet ou un truc comme ça qui rappelait leur quotidien et tout. Donc la saison 1 était quand même encore assez gentillée et en même temps c'était le début et tout. Euh, mais je veux dire, saison 2, bah, j'ai pas vu. Parce que la saison 2, j'avais 7 ans quand elle a été diffusée, donc à 7 ans, même si je l'avais vue en direct, j'en aurais aucun souvenir. Et ensuite, quand moi j'ai revu toutes les saisons en replay, la 2 était pas complète. Donc c'est la seule euh, que j'ai pas vue parce qu'elle était pas complète. Parce que du coup, à cause de tout ça, beaucoup de gens sur internet, et je le vois beaucoup, et d'ailleurs, il faut que je réponde à quelqu'un qui m'a demandé une réponse, puisque j'ai vu plein de messages disant oui, c'est la pire saison de koh juste parce que l'épisode dernier, il y a eu des disputes, ou que le casting ne leur plaît pas. Alors moi, j'avoue que le casting me plaît pas autant que d'autres saisons, parce qu'il y a des saisons où je me suis mieux éclaté que celle-ci, mais je trouve que le casting est pas si mauvais que ça. Il y a des gens que j'aime bien. Alors certes, j'ai pas de favoris comme j'ai eu dans d'autres saisons où j'avais vraiment des favoris. Là, il y en a 3-4 que j'aimerais voir aller à l'orientation puis sur les poteaux, voir gagner koh mais c'est vrai que ce sera pas non plus les aventuriers que j'ai adoré comme Claude, hein, voilà, malgré sa tricherie, mais avant qu'il le fasse, c'était un des aventuriers préférés, comme Théora. Clémentine est très controversée, mais je kiffe Clémentine. Je pense à François David, hein, je reviens sur lui, mais j'adore François David. Il y avait Grégoire, il y avait Freddy, il y avait Jade que j'aimais beaucoup. Clémence, ça dépend les saisons, j'aimais beaucoup Clémence. Bref, j'aimais beaucoup André, Tiffany, Magali, là, ce petit trio-là qui devait se démerder pour survivre aux anciens. Franchement, j'aimais beaucoup. Bref, il y a eu beaucoup d'aventuriers que j'ai vraiment adoré. Pareil, si on reprend les 4 terres, j'aimais beaucoup Dorian parce que Dorian il vient de la même ville que moi, mais je le retiens pas autant que les autres aventuriers que j'ai mentionnés avant. Euh, Bref. Et du coup, quand les gens disent que cette saison c'est la pire, pour moi ça me pose problème parce que pour moi, déjà, euh, la façon de vivre une saison de koh déjà c'est totalement subjectif. Euh, on la vit pas tous de la même manière, on n'a pas tous le même attachement aux aventuriers. On recherche pas tous la même chose quand on regarde koh. Par exemple, il y a des gens qui vont plutôt regarder le divertissement. Par exemple, j'ai un pote qui, bah, justement, si ça pète pas comme la semaine dernière, bah, il se fait chier devant koh en dehors des épreuves, bien sûr. Il y en a qui vont plus rechercher l'aspect survie, hein. Par exemple, il y en a qui sont beaucoup plaints que les rouges n'avaient pas pris le kit de pêche. En même temps, s'ils trouvent déjà ce qu'il faut pour manger, pourquoi ils iraient chercher le kit de pêche, hein? D'ailleurs, la production a retrouvé un moyen original de ramener le kit de pêche obligatoirement sur un camp. Euh, mais il y en a, voilà, qui sont là plus pour l'aspect stratégique, d'autres plus sur l'aspect survie, d'autres sur l'aspect divertissement avec les engueulades, d'autres sur l'aspect sportif où ils sont là que pour le sport et dès qu'il y aura un stratège, boum, ils vont gueuler parce que bah, pour eux, ils sont un peu comme les AD rouges en mode c'est le mérite sportif qui doit primer. Donc déjà c'est difficile de dire qu'une saison est la pire parce que tu peux pas dire telle saison est la pire parce que, encore une fois, comme je viens de le montrer, il y a plein de façons différentes
de regarder koh d'aimer koh ou de s'attacher aux aventures de koh Il y en a, tu peux t'y attacher par rapport à leurs histoires, d'autres tu peux t'y attacher par rapport à ce qu'ils vont faire en stratégie, d'autres par rapport à ce qu'ils vont faire sur les épreuves. Je pense à Hugo, hein, qui était nul à chier en survie, enfin pas en survie, en sociabilité. Parce que d'ailleurs il s'est fait virer au bout de 3 jours sur le All-Star parce que le gars il parlait avec personne, donc les autres ont fait bah vas-y, hein, tu t'intègres pas au camp, bah tu dégages. Voilà, mais il était nul en stratégie également, hein, incapable de faire une stratégie, donc forcément ça dégage. Et au final, tout le monde quasiment l'a adoré juste parce qu'il était bon dans les épreuves. Ce qui montre que, ben, au final, t'as beaucoup de gens qui ont aimé Hugo sur l'aspect sportif. Et alors que, bah, moi, quand je regarde koh par exemple, pour moi, l'aspect stratégique est plus important que l'aspect sportif. Ce qui fait que, bah, du coup, moi, j'ai pas aimé Hugo, d'autres ont adoré Hugo. Et voilà. Ce qui fait que même sur un aventurier, ben il y a plein d'éléments différents qui font que tu vas l'aimer ou pas. Et encore une fois, tout ça est hyper subjectif. Donc c'est compliqué après de te sentir c'est la pire saison de koh comme si c'est toi qui avais la vérité, comme si c'était vrai que c'était la pire, ce qui n'est pas le cas. Pour moi, il y a plein de saisons qui sont pires, mais à nouveau, c'est hyper subjectif. Parce que pour moi, déjà, la saison 12, justement la saison gagnée par Hugo, j'aime pas. Je me suis tellement fait chier devant parce que j'ai trouvé le casting bien pire que celui-ci que j'ai pas pu finir la saison. La saison 14, Johor, pareil. Je suis tellement fait chier sur les 3-4 premiers épisodes que j'ai arrêté. Je m'attachais à personne. Hop, voilà, j'ai arrêté de regarder cette saison. La saison 16, elle était horrible, la saison 16. Enfin, c'est même pas qu'elle était horrible, c'est juste que le coup du si tu trouves un anneau, t'es immunisé jusqu'à l'orientation. La saison 16, en vrai, c'est le concept pour moi qui tue la saison. Le concept qui était horrible, ça a tué la saison. Les 4 terres, c'était sympa, mais en vrai, avec les épisodes coupés en deux, machin, au bout d'un moment c'était long, on faisait chier. Euh, et les aventuriers étaient pas tous si bien que ça, hein. Moi, heureusement, j'étais vraiment en gros soutien d'Alexandra qui a gagné, donc ça c'était quand même cool. Par exemple, le totem maudit, c'était pas si dingue que ça, le concept du totem maudit, qui est censé être une malédiction et qui au final offre une 4e place sur les poteaux, enfin une troisième, enfin qui offrait une place mais avec un poteau maudit, enfin bref, ça n'a pas de sens qu'un truc qui est censé t'enfoncer te permette quand même de gagner une place sur les poteaux, ça n'a pas de sens. Les armes secrètes, c'était pas terrible, hein. Les armes secrètes, c'était un peu du n'importe quoi. En plus, on te vend une aventurière et tout, qui au final ben, n'a jamais été à la hauteur de comment on l'a vendu. Donc pour moi, toutes ces saisons-là sont moins bonnes que celle-ci. Mais c'est subjectif, c'est mon avis. Moi, j'ai trouvé ces saisons-là bien pires que la saison actuelle. Et du coup, ça me dérange quand des gens le disent comme si c'était une vérité. Parce que l'objectivité, ça n'existe pas. Tout simplement, hein. Personne n'est objectif. Et même si quelqu'un dit oui, mais j'ai fait telle et telle recherche pour essayer d'être le plus neutre possible, bah non, même quand tu fais des recherches, c'est pas neutre. Parce que quand tu fais des recherches, en général, tu vas faire de la recherche sur des choses qui t'arrangent, qui vont aller dans ton biais. Donc même si tu vas chercher des auteurs, des machins, en général, le cerveau d'humain a du mal à vouloir récupérer des gens qui vont te contredire, qui vont pas aller dans ton sens. Parce que techniquement, peu importe ton avis, si tu fais une recherche, une vraie recherche neutre, tu es censé récupérer aussi ce qui va contre ton avis. Sauf que le cerveau, il aime pas trop ça qu'on contredise ce qu'il pense déjà. Il va plutôt tenter à récupérer des choses qui va aller sur les biais qui l'intéressent et tout ça, ou qui vont aller dans son argumentation, même si après il va présenter la chose en manière oui, je suis neutre, machin. Mais en général, il y a plein de façons d'aborder un sujet, et même en faisant de la recherche, en général, on va récupérer ce qui nous arrange le plus. Euh, donc, même en faisant de la recherche, la neutralité n'existe pas vraiment. Voilà, je voulais juste mentionner ce petit détail.
parce que l'objectivité, le karma, c'est deux mots, peut-être deux des mots que je déteste le plus de la langue française. Mais tout ça pour dire que je déteste les gens qui disent que cette saison de Koh-Lanta est la pire qui existe, parce que pour moi on est loin d'être sur la pire saison, mais encore une fois c'est subjectif. Vous avez le droit de penser que pour vous c'est la pire, mais vous n'avez pas le droit de dire que c'est la pire. Voilà, tout comme moi je n'ai pas le droit de dire que c'est la pire ou la meilleure saison, c'est juste que moi je trouve qu'il y en a des pires, je trouve qu'il y en a des meilleures, et on peut pas parler au nom de tout le monde. Donc voilà, grosse digression, mais je trouve que c'est important de le dire parce que sur internet, il y a beaucoup trop de gens qui ont l'air de détester cette saison, mais juste à cause d'un épisode, hein, juste un épisode parce qu'il y a eu plein d'engueulades, tout de suite, bam, c'est la pire saison. Je comprends pas. Voilà. Donc, on va rentrer dans l'épisode. Chose très bizarre qui s'est passée déjà, c'est que on n'a pas parlé d'Alexis, globalement. On s'est surtout intéressé sur le riz gagné même pas, donné par Denis aux jaunes, et j'ai trouvé ça un peu bizarre, parce que normalement, quand un épisode commence, à part l'épisode 1, bien entendu, sur l'épisode qui suit une élimination, on revient toujours sur l'élimination, en mode oui, on a éliminé machin, maintenant, voilà, enfin on l'a éliminé parce que machin, ou voilà, un peu comme ils ont fait avec, je sais pas pourquoi je vais dire Loïc, alors qu'il n'y a pas de Loïc dans cette saison, avec William, où quand ils l'ont éliminé, et ben ensuite on a vu tout le monde, oui, bah il pêchait sur les épreuves, oui, bah, il prenait trop de place sur le camp, oui, machin. À chaque début d'épisode, t'as toujours des aventuriers qui reviennent sur l'aventurier éliminé. Là, la production n'a eu rien à foutre d'Alexis, c'était juste en mode, bon bah voilà, Denis leur a donné du riz, oh bah tiens, ils essaient de faire du riz, oh mais tiens, il pleut, mais si la pluie éteint le feu, ils pourront plus manger du riz, est-ce qu'ils vont quand même réussir à faire cuire le riz avant que le feu s'éteigne? Si, il s'éteint. Et je me suis dit, c'est pas cool pour Alexis. Alors personnellement, je suis pas fan d'Alexis, euh, j'en ai rien à faire d'Alexis, hein, honnêtement, hein. Mais j'ai quand même trouvé que c'était pas cool pour lui. Parce que genre sur tous les autres éliminations, on revient sur l'éliminé, et là Alexis c'est vraiment éclipsé de fou. Alors tu le vois vite fait dans le recap, mais après, genre, voilà, il était éliminé, il a été éliminé, voilà, le riz est plus important qu'Alexis. J'ai trouvé ça un peu triste pour lui, parce que ça se fait pas, hein, tout simplement. Surtout qu'en plus, c'est même pas du riz gagné, c'est du riz qui a été donné, et vraiment on met énormément en avant un riz qui n'est pas mérité. Parce que bon, même si on n'aime pas toutes ces questions de mérite en général, là, faut le dire, il n'est pas mérité, puisqu'ils ne l'ont pas gagné, on leur a juste donné, parce que voilà, vous mangez pas depuis 15 jours, voilà, on vous le donne. Bref. Et du coup, on va revenir vite fait sur Alexis, puisque à un moment, t'as Sébastien qui dit ouais, Alexis il a bien fait de nous gueuler dessus, parce qu'on est remonté, on a gagné l'épreuve. Je me suis dit mais non, c'est n'importe quoi ce que vous racontez. C'est Alexis, ce qu'il a fait, c'était complètement stupide. Je veux dire, le gars, il s'est auto-saboté son épreuve. Est-ce que je veux dire, quelle personne, un minimum intelligente qui veut rester dans l'aventure, pousse un queue de gueule et s'en prend à tous ses équipiers? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens de faire ça si tu veux rester dans le jeu. Donc je comprends déjà tous ceux qui ont des théories comme quoi Alexis a fait ça parce qu'il voulait quitter le jeu. Alors lui, il dément sur internet que c'est pas le cas, mais en même temps tu te dis, quelle personne qui veut rester dans le jeu fait ça? Ça n'a aucun sens. Tu viens insulter tous tes équipiers pour leur dire voilà, je vous insulte tous, mais vous verrez, hein, parce que je vous insulte, hein, vous allez vous remettre sur le droit chemin. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Moi, quelqu'un qui vient m'insulter, je vais pas me dire oh c'est trop cool, tu m'as insulté, maintenant je suis une meilleure personne. Ça n'a pas de sens. Moi j'ai trouvé que ce qu'il a fait c'était complètement stupide. En plus ça va totalement... tout ce qu'il reproche aux autres, en fait il peut se le reprocher à lui-même, donc c'est complètement idiot, hein. Moi je vois trop de gens sur un texte en mode oh Alexis, trop bien, il a pété un coup de gueule et tout. Alors qu'il faille péter un coup de gueule dans cette équipe, je suis totalement d'accord, hein. Il y avait besoin de péter un coup de gueule et tout.
Mais de là à dire oui Alexis, félicitations, c'est trop bien, machin. Non, non, tout ce qu'il reproche aux autres, c'est reprochable à lui-même. Il reproche aux autres de ne pas parler, de ne pas dire les choses, mais lui-même ne dit pas les choses aux autres. Hein, combien de fois on l'a vu face cam reprocher des autres, enfin des choses aux autres aventuriers de son équipe, mais de jamais aller leur dire en face. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de le faire passer pour un héros, voilà, qui a enfin dit les choses parce que il l'a dit uniquement parce qu'il était en colère. Moi, je mets ça sur le dos de la colère. Je, le coup du il voulait partir, c'est qu'une théorie. Moi, je pense qu'il l'a dit parce qu'il était tellement énervé que bah c'est parti. Hein. Moi, je peux vous dire que des fois, quand je suis énervé, je dis des trucs et après je me dis oh oh, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Ça m'est très rarement arrivé. Ça m'est arrivé peut-être 2 fois dans ma vie. Il n'y a qu'une seule des 2 fois où je regrette encore aujourd'hui d'avoir pété un coup de gueule, mais fallait le faire, hein. Mais fallait le faire, mais bon, j'ai vite fait regretter parce que ça m'est vite revenu dans la gueule, mais voilà, j'ai envie de mettre en avant que la colère peut faire dire des choses, surtout euh, voilà, qu'on peut regretter après coup. Parce que d'un coup, bah, tu déballes tout ce que tu as sur le cœur et bah, ça peut piquer. Et du coup, je comprends la réaction d'Alexis et en même temps, bah, j'ai pas envie de le féliciter. Parce que bah, tout ce qu'il reproche, il le dit sous le coup de la colère. Et du coup, il aurait pu juste. Moi j'aurais félicité Alexis s'il avait fait sur le camp, tu vois, qu'il aurait pris les gens en mode Amri, vas-y, on discute, je trouve que tu prends trop de place sur le camp, tu te prends trop pour le chef et tout, voilà, essaye de t'améliorer, d'être moins. De prendre un peu moins pour le parrain, et puis voilà, tac, Léa, tu parles trop pour rien dire, tu m'agaces un peu, voilà, essaye d'être un peu plus constructif quand tu parles. D'ailleurs, cette réflexion, la production, je trouve que c'est très bizarre la façon qu'ils ont fait parce que Léa, des jaunes, on la voit rarement parler. Et en plus, les rares fois où elle parle, c'est hyper intéressant ce qu'elle dit. Genre, la stratégie qu'elle avait proposée à William, c'était hyper intéressante. Ils auraient pu faire un coup de poker avec le collier de Pauline et tout. Au final, William n'en a eu rien à foutre de la stratégie de Léa. Et bon, bah voilà, hein, il lui arrivait ce qui lui arrivait. Euh, mais du coup, que d'un coup, Alexis, il balance ça sur Léa, alors qu'on n'a jamais vu Léa parler pour rien dire, c'était très bizarre. C'était très bizarre parce que du coup, on se doute qu'il y a des choses qu'on nous a pas montrées, mais du coup, ce serait bien que la production mette des indices avant qu'il se passe ce genre de choses. Par exemple, pour ce qui s'est passé dans le Conseil des Rouges, on a des indices, on nous a placé des trucs avant, et du coup, le coup de gueule au Conseil des Rouges, et ben on comprend tout ce qui se passe. Là, tu as des reproches faits par Alexis, déjà on les comprenait pas tous. Celui pour Amri, on peut limite le comprendre un peu, et encore, hein, parce que Amri il se comporte pas comme un chef de clan et tout ça, contrairement à ce qu'on a pu voir dans d'autres saisons où des gens vraiment serrer les vis dans leur équipe et tout. Là, avec Amri, on le voit pas tant que ça à l'écran. Le coup de Léa, on le voit pas tant que ça à l'écran. Bon, le reproche fait à Sarah, à la limite, on peut le comprendre, parce que c'est vrai que là, la production met beaucoup Sarah en avant. Enfin, du moins, Sarah qui se met en avant. Mais genre sur le reste, on le voit pas trop à l'image. Donc ça, il faudrait que TF1 fasse plus attention à ce genre de détails quand ils font leur montage, parce que des fois, on comprend pas trop. Bah, en tant que spectateur, on comprend pas. On dit ok, il y a tout ça qui est reproché, mais nous on n'a rien vu, on comprend pas. Est-ce qu'on doit vraiment croire à la personne qui reproche les choses ou pas? Euh, Bref, c'est compliqué. C'est compliqué. Le montage des fois est un peu bizarre. Mais du coup, pour moi, Alexis n'est pas, encore une fois, n'est pas félicité. Je l'ai dit en fin de vidéo dernière, mais je vois beaucoup trop de gens le faire sur Internet et je veux revenir là-dessus. Pour moi, quelqu'un qui parle sous la colère et qui balance des trucs sous la colère n'est pas félicité parce que déjà, c'est pas une bonne manière de dire les choses. Pour moi, il aurait été appréciable qu'il le fasse, poser, dire voilà, tac, on dit les choses. Et en plus, il serait pas passé pour un hypocrite. Parce que il l'aurait fait de lui-même, sur une bonne volonté, voilà, il y a ça à faire pour améliorer l'équipe, et c'est tout. Que là, il le fait très mal, d'une mauvaise manière, et en plus, il essaye de s'en sortir en se donnant les bonnes grâces. Oui, c'est grâce à moi s'ils vont gagner prochainement, parce que je leur en ai mis plein la gueule. Non, certes, ils vont y réfléchir à certaines choses,
Mais c'est tout. Enfin, voilà, c'est pas parce que tu lui as dit qu'ils vont forcément gagner. C'est parce qu'ils vont également avoir une réflexion sur eux-mêmes, qui vont se remettre en question, qui vont se dire bah tiens, il faut qu'on travaille sur nous. Et voilà, surtout que c'est pas de juste parce que tu leur as gueulé dessus qu'ils se remettent en question. Ça fait un moment qu'ils essaient de se remettre en question, mais qu'ils n'y arrivent pas. Donc bref, voilà, petite digression, parce que tout ça, sur les réseaux sociaux, ça ne va pas. Mais également, je trouve que la production aurait dû quand même faire comme d'habitude, mettre Alexis en avant et pas un riz non mérité. Ensuite, du coup, du coup, le retour de Caen, bah, c'est juste Pauline qui va quand même dire que. Enfin, en plus, elle le dit à Sarah, hein, au moins Pauline est quand même plus méritante sur ce point-là qu'Alexis. C'est qu'elle va le dire en face de Sarah, parce que Sarah se pose des questions sur est-ce qu'elle pose vraiment problème et tout, si elle prend vraiment trop de place. Et effectivement, Pauline va lui dire bah oui, oui. Enfin, c'est pas que tu prends trop de place, elle va lui dire, c'est que quand tu parles, t'es trop directif, t'es trop sèche. Et du coup, ben, ça fait que on peut facilement le prendre mal, en avoir marre de la façon dont tu parles aux gens. Et voilà. Je me souviens plus de l'anecdote, mais Pauline va notamment mettre en avant une anecdote euh, avec Sarah où elle s'était sentie un peu agressée par rapport à son caractère. Mais bon, en tout cas, c'est dit. Et au moins, c'est dit gentiment. Et voilà, ça fait réfléchir Sarah. C'est beaucoup plus intelligent que la façon d'Alexis. Ensuite, on arrive au jeu de confort. Donc, jeu de confort qui était. Alors, dans le jeu, c'était bien. Le confort, c'était bien. Malheureusement, il n'y aura pas trop de suspense, contrairement à l'épreuve d'immunité. Donc, le jeu, globalement, c'est tu fais tes courses. C'est clairement ça. T'as Denis qui va présenter quelques éléments. Alors, il y a du café, il y a des pâtes, il y a une bâche. Bref, des trucs comme ça. Il y a le kit de pêche obligatoire, hein, voilà. Peu importe qui gagne, il gagne le kit de pêche, hein, voilà. La production, ils se sont rendus compte que la semaine dernière, personne n'en voulait, mais ils se sont dit, bah, on va quand même leur donner, on va forcer le truc. Et au moins, ceux qui l'ont gagné ont au moins eu l'intelligence d'essayer de s'en servir. Voilà. Ce qui aura au moins donné des belles images à l'écran. Voilà, parce que les rouges, je suis pas sûr qu'ils se seraient servis du kit de pêche. Hein. Feignants comme ils sont, j'en suis pas sûr. Euh, mais du coup, le but du jeu, c'est d'avoir un coursier. Donc le coursier, il a une sorte de petit parcours sur une structure qui doit grimper, avec où il est attaché à une corde. Enfin, c'est un truc assez classique, hein, où il faut monter une structure. Alors normalement, l'épreuve se fait pas de cette manière-là, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, il doit grimper. Et une fois qu'il est en hauteur, il doit récupérer une plaque, une planche. Sur cette planche, il y a des trucs de marqués, donc soit les œufs, le café, les pâtes, machin. Et il doit en récupérer 6. Et du coup, ces 6 planches qu'il récupère sont globalement ce qu'ils vont gagner si ils gagnent l'épreuve. Voilà. Donc j'ai pas noté ce qu'ils ont gagné, ce que l'équipe jaune a gagné, parce que on a rien à foutre de ce qu'ils ont gagné. Hein. Le principe, c'est que tu gagnes 6 éléments qui vont améliorer ton camp ou vont juste te donner de la bouffe. Voilà. De mémoire, je crois que les jaunes, ils ont pris quasiment que de la bouffe, mais ils auraient pu aussi prendre des trucs pour améliorer le camp, comme la bâche. Euh, et voilà. Du coup, comment ça fonctionne? Parce que c'est pas juste un gars qui monte, qui descend. Hein. Voilà, c'est que en gros, le coursier, il monte, il récupère un objet. Il ensuite crie pour les aveugles, puisqu'il y a un aveugle qui doit faire un parcours, doit passer 2 fois entre 2 poteaux et arriver. Quand l'aveugle arrive, ça déclenche le départ du coursier, qui monte, il récupère une planche, il redescend. Et à partir de ce moment-là, c'est le première personne qui a été aveugle qui va donner les indications aux prochains aveugles, et ainsi de suite. Même si on va voir que chez les jaunes, ça va être un peu bordélique, puisqu'ils vont se mettre à parler à plusieurs en même temps, ce qui va perdre beaucoup certains aventuriers jaunes. Euh, voilà. Et ensuite, bah, à chaque fois qu'un aveugle arrive sur la plateforme où se trouvent les aveugles, enfin les anciens aveugles, et ben hop, il monte, il redescend, jusqu'à ce qu'il ait ramené ses 6 planches et le, le, le masque de plongée, voilà, qui est un peu l'outil final. Donc l'épreuve, c'est un petit peu ça, voilà. C'était sympa, le concept était sympa, le fait de toi-même choisir ce que tu vas gagner avec les planches à choisir, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Le problème, j'ai envie de dire, ce sera le suspense.
puisqu'il n'y aura aucun suspense en fait. Sébastien, du coup, qui est charpentier, a l'habitude, il n'est pas là à faire des parcours, mais voilà, il est quand même habitué à grimper à des choses et à marcher sur ce genre d'éléments. Donc, bah, il va totalement mettre une distance à Ricky sur les montées et descentes. Et du coup, bah, en fait, tout ça va euh, donner de l'avance aux jaunes qu'ils garderont jusqu'à la fin. Même si Léa, à un moment donné, c'est ce que je disais, Amri et Aurélien vont tous les deux souvent gueuler ensemble, ce qui fait que bah, t'entends pas correctement ce qu'il dit. Alors en plus, tu dis, t'as deux personnes qui te gueulent dessus pour des indications, t'as les autres à côté qui donnent des indications à leur équipe, tu dis, non, faut pas faire comme ça. T'as une personne qui gueule, qui donne les instructions, et c'est tout. Dès qu'il y a trop de bruit, à mon avis, ça va être un bordel. Et c'est pour ça, Léa, tu la vois, elle part dans tous les sens, elle comprend pas où faut aller. Euh, et du coup, ils ont essayé de se servir de ça pour donner du suspense et tout. Sauf que, ben, non, non, le suspense, je pense que personne n'y a cru. À part peut-être ceux qui aimaient les rouges, parce que les rouges, normalement, sont quand même un peu revenus dans la course. Mais je pense que personne n'y croyait. Moi, j'y croyais pas du tout à la victoire des rouges. Et j'ai bien fait de pas y croire, parce que les jaunes ont juste marché sur cette épreuve assez facilement, j'ai envie de dire. Après après la victoire des jaunes, du coup, forcément, ils récupèrent bah, tout ce qu'ils avaient sur les planches plus le kit de pêche. On a Meissa qui va être vexée d'une réflexion de Cécile que je comprends et en même temps je trouve que sa réaction est un peu démesurée. D'un côté, je comprends qu'il apprécie pas trop la réflexion de Cécile, là où Cécile en gros va dire oui, je suis contente que les jaunes aient gagné, parce que ça fait longtemps qu'ils perdent, leur condition de vie doit être plus dure que les autres. Et du coup, c'est vrai que le fait qu'elle dise ça, qu'elle ait de la compassion pour leurs adversaires, alors que d'un côté, en gagnant, bah, c'est elle hein, qui leur donne les conditions difficiles. Hein. Euh, du coup, le fait que Meissa soit énervée de ça, je peux le comprendre. Mais en même temps, je trouve que c'est un peu démesuré. De là à dire que oui, c'est parce que c'est de la compassion aux adversaires qu'on a perdu aujourd'hui. Non, non, les rouges se sont bien battus sur cette épreuve. Aucun d'entre eux n'a ralenti le rythme parce qu'ils se sont dit allez hop, on va faire gagner les jaunes parce que ça fait longtemps qu'ils perdent. C'est pas du tout ce qu'on a vu à l'écran. Enfin, je veux dire, Meissa là-dessus, il est hyper de mauvaise foi, quoi. Je trouve qu'en fait, il sait pas comment analyser leur défaite et du coup, bah, il se sert de ce qu'a dit Cécile pour se servir de ça comme excuse. Alors que non, c'est juste que les jaunes ont été beaucoup plus efficaces et c'est tout. Je veux dire, il n'y a aucune question de compassion, de on a voulu laisser les jaunes gagner, enfin c'est complètement débile cette partie-là de la réflexion. Je comprends que ça soit énervé, mais alors ça c'était complètement idiot. Bref. Qu'est-ce qui s'est passé d'Onin? Il y a David. Alors ça, je sais plus si c'était de retour sur le camp ou pas, mais il y a David aussi qui va péter un câble en mode oui, vous les... Ouais non, c'était bien juste après l'épreuve. Il va dire oui, vous les rouges, vous avez passé votre temps à marcher, vous avez pas la niaque, parce qu'il va rebondir sur ce qu'a dit Maïssa. Mais David, franchement, la casserole, c'était complètement con. Le gars, il se plaint que les autres poussent des coups de gueule sur les autres, et puis là, c'est lui qui va gueuler sur les autres, parce qu'en plus, sur le camp, il revient là-dessus avec Maïssa pour gueuler sur les autres. Alors que la semaine dernière, il était en mode oui, vous nous faites chier avec vos coups de gueule, on dirait des gamins. Et aujourd'hui, c'est qui a l'air d'un gamin? Bref, j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec David. Hein. Et encore une fois, quand je dis ça sur les aventuriers, je parle bien de comment ils sont sur l'aventure. Hein. Je connais aucun d'entre eux personnellement. Je parle que de ce qu'ils font ou disent sur l'aventure. Hein. Voilà. Du coup, j'en étais, oui, à David, voilà, qui reproche à son équipe de marcher. Alors, c'est facile de parler quand t'es pas dans l'épreuve, hein, parce que de mémoire, ouais, Megan, David et Jean avaient tiré la boule noire. Donc, ouais, c'est vrai que je me disais, pourquoi ils n'ont pas mis le charpentier chez les rouges? Bah, ouais, boule noire. Euh, mais du coup, peut-être que ça aurait pu jouer sur la course, hein, d'avoir les deux charpentiers en coursier. Ça aurait été intéressant à voir, mais bon, ça n'est pas arrivé.
Et du coup, ouais, le coup de gueule de David, je l'ai trouvé complètement débile. Parce qu'en plus, David, en plus, lui, il a que observé, donc il a fait que regarder l'épreuve. Autant que nous, on a regardé l'épreuve, voire même mieux, parce que lui, il était là, il avait les gens devant lui. Même nous, à la caméra, on a vu que ce que David, il dit, c'est de la merde. Voilà, c'est totalement de la merde. Parce que le mec, tu sens qu'en fait, il aime tellement pas Léa, qu'il te dit de la merde. Parce que il va dire oui, les jaunes ils ont passé leur temps à courir, vous avez fait que marcher, machin. Bah t'as les images qui montrent que non. On a bien vu que chez les jaunes, il y en a certains qui ont marché. On a vu que Léa s'est totalement paumée, alors la Léa des jaunes, qui savait pas où aller. Pourtant j'adore la Léa des jaunes, hein. Mais c'est peut-être celle qui a fait la pire performance en tant qu'aveugle chez les jaunes. À partir à droite à gauche, limite en moment t'as cru qu'elle allait partir sur le parcours des rouges et faire le parcours des rouges à leur place. Euh, Tu peux pas dire après oui les jaunes ils ont passé leur temps à courir, ils ont été hyper efficaces. Non. Et après dire oui les rouges vous avez fait que marcher, vous avez pas couru, alors que t'as Léa des rouges, en plus j'aime pas trop Léa des rouges, mais qui elle a couru, elle a limite été la plus efficace chez les rouges. Elle a fait son truc hyper rapidement, en courant et tout. Et d'où après tu vas dire les rouges vous avez été des merdes, vous avez fait que marcher, et les jaunes vous avez été hyper efficaces, vous avez fait que courir. Alors que les images montrent que bah, c'est pas du tout la réalité des choses. Franchement, David, des fois j'ai l'impression qu'il a de la merde dans les yeux, qu'il comprend rien à ce qui se passe autour de lui. J'ai détesté son coup de gueule. À la limite, celui de Meissa, je l'ai trouvé abusé, mais je pouvais comprendre son point de vue, d'être vexé de ce que disait Cécile. Mais alors par contre, les arguments de David étaient complètement pétés, et en plus t'as les images qui montrent que ce qu'il dit c'est n'importe quoi. Donc franchement, David, je veux surtout pas le voir aller très très loin parce que non, c'est trop, c'est trop. Chez les jaunes, après, entre les deux épreuves, bah, il ne s'est pas passé grand chose. Ils vont tenter d'utiliser le kit de pêche, mais ils vont pas réussir à choper du poisson. Mais au moins, eux ont fait l'effort d'essayer, hein. Euh, et, euh, et ça a donné des beaux plans, comme je disais, hein, les plans aquatiques. Bah, je déteste la mer, mais je trouve que c'était quand même très beau. On a quand même Sébastien qui va se faire piquer par une méduse. Alors apparemment, ça n'a pas été trop grave. Parce que bon, on n'est pas revenu là-dessus, s'est fait piquer, il a frotté la blessure avec du sable, et puis apparemment ça a suffi. On a Amri qui décide que l'alliance n'existe plus. Voilà. Il dit voilà, Pauline, Léa, vous vous donnez à fond sur le camp, vous donnez à fond sur les épreuves. Fait alors que nous on a notre alliance, on vous met de côté depuis le début et vous vous êtes jamais plaint, vous vous êtes resté à fond dans le jeu pour tenter d'aider l'équipe de gagner quand même alors que vous saviez que vous étiez en danger à cause de nous à chaque fois. Et pour ça, bah, on décide qu'il n'y aura plus d'alliance. Bon. Il y a les. Non, c'est Léa ou Pauline. Léa, c'est pour ça que j'aime beaucoup Léa. Léa qui a une très belle réflexion, qui se dit alors Amri, Sébastien, ça fait plusieurs fois qu'ils nous font des compliments et tout, sur l'épreuve, sur les épreuves, sur le fait qu'on se batte à fond et tout, qu'on soit très bonne, enfin plutôt bonne sur les épreuves et tout, qu'on se donne à fond sur le camp. Plusieurs fois que les garçons, ils nous le disent, qui sont contents de ça, et le fait que Amri veut dissoudre l'alliance, Léa a envie de croire Amri et Sébastien. Par contre, elle dit s'il y a une personne que je ne crois pas, c'est Sarah. Parce que Sarah, elle a tellement envie d'aller loin et qu'elle aime s'imposer que bah, du coup, Léa a dit voilà, voilà, je crois Amri quand il dit ça. On est à koh faut quand même rester méfiant, mais j'ai envie de croire Amri, j'ai envie de croire Sébastien. Par contre, Sarah, je peux pas la croire. Elle, voilà. Et puis de toute façon, on a vu Sarah au début d'aventure, nous en tant que spectateurs, aller un peu à droite, à gauche, essayer de se faire absolument des alliés pour rester dans le jeu et tout. Donc effectivement, Sarah, c'est pas spécialement une adversaire, enfin une alliée, enfin, une aventurière en qui on peut avoir confiance, puisque je pense que Sarah, c'est le type d'aventurier, et c'est totalement compréhensible, hein, chacun fait ce qu'il peut pour aller au bout, mais je pense que c'est une aventurière qui peut trahir. Je pense que c'est quelqu'un qui, si elle se retrouve dans une position de faiblesse, pourra trahir si on lui promet d'aller loin. Voilà. Je pense que c'est le genre d'entier qui en serait capable. On verra plus tard. Mais je pense que tu mets Sarah
aux ambassadeurs, je pense qu'elle serait capable de donner un nom de son équipe. Pour survivre et être protégée des rouges s'ils sont toujours plus nombreux au moment des ambassadeurs, être protégée par eux et tout, essayer de se faire sa place plus tard, je pense qu'elle serait capable de donner un nom des jaunes. C'est que des suppositions par rapport à ce qu'on a vu actuellement. Moi, c'est comme ça que je vois Sarah. Peut-être que je me trompe, hein, et j'assumerai totalement de m'être trompé. Mais honnêtement, c'est comme ça que je vois Sarah. Et le fait que Léa s'en méfie énormément. Alors après, je suis biaisé parce que j'aime bien Léa, mais ça confirme plus ou moins ce que je pense. Chez les rouges, on a David, qui se plaignait des coups de gueule des gens la semaine dernière, qui se comportaient comme des gamins. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il continue d'en rajouter une couche sur ce que Cécile a dit. Oui, bon, c'est vrai que c'est pas du tout gamin. T'as déjà pété un câble, t'as dit ce que t'avais à dire, tu reviens encore dessus, c'est vrai que c'est pas du tout un comportement de gamin. Ah non, pas du tout. Bref, c'est pas intéressant, voilà. On a Ricky, par contre, là, ça me dérange un peu plus, j'aime beaucoup Ricky, j'ai eu un peu peur, voilà, parce qu'il a mal au genou, il veut pas prévenir le médecin, sauf que, si tu prends trop de temps à te faire soigner, ça peut aggraver ta blessure, voilà. Finalement, Cécile va appeler le médecin à sa place, et finalement, on va découvrir qu'il a rien de grave et tout, et que il peut quand même rester dans l'aventure. Et en plus, par chance, il va tirer la boule noire à l'épreuve d'humilité, donc voilà, il va pas non plus trop avoir peur pour son corps. Du coup, on passe à l'épreuve d'immunité, parce qu'en vrai, sur le camp, entre les deux épreuves, il ne s'est pas passé grand-chose d'intéressant, faut le dire. Donc on arrive à l'épreuve d'immunité, épreuve des catapultes. Alors j'étais étonné qu'on fasse l'épreuve des catapultes aussi simpliste. On a eu des épreuves des catapultes, où fallait aller chercher les munitions pour ensuite pouvoir les utiliser. Tu avais des saisons, tu avais une limite de munitions, et puis ensuite il fallait aller les récupérer ou des trucs. Enfin, j'ai trouvé que là c'était vraiment simple. Tu as déjà toutes les munitions, tu tires et puis c'est tout. Je trouvais ça un peu dommage. Habituellement, l'épreuve des catapultes est un peu plus intéressante, il y a un peu plus d'enjeux. Là, c'est juste tu tires et puis c'est tout. Bon, c'est comme ça. On a 8 cibles à faire tomber, pas 8, oui, c'est 8 cibles. La plus proche à 7 mètres et la plus éloignée à 21 mètres. Donc voilà. On a Julie, Ricky et Maxime qui tirent la boule noire chez les rouges. Donc Ricky, c'est plutôt pas mal, parce que tirer sur la catapulte et tout, faut quand même avoir des bons appuis au sol, et je pense que ça aurait été compliqué avec l'état de son genou, donc c'est bien qu'il ait tiré la boule noire. Et je pense que s'il n'avait pas tiré la boule noire, je me demande si Denis aurait pas, ou le médecin aurait pas interdit que Ricky fasse l'épreuve, parce que je pense que ça aurait été trop dangereux pour son genou, honnêtement. Du coup, j'ai noté un peu qui avait fait quoi. Alors on va commencer chez les rouges. Les rouges, on a Jean qui va faire tomber la première cible, et quand il fait tomber la première cible, je crois que les rouges en ont déjà fait tomber au moins 4 ou 5. Ensuite, on a Megan qui va faire tomber une cible aussi. On a Meissa qui va réussir après la deuxième cible de Pauline. On a ensuite David qui réussira après la troisième cible de Pauline. Ensuite, on a Émilie qui en fera tomber une. On a Jean qui fera tomber la plus éloignée, qui sera sa deuxième cible. D'ailleurs, Jean aura été le plus efficace de son équipe, avec David qui en fera également tomber 2. On a Léa à un moment donné qui va taper dans une cible, mais la cible ne va pas tomber. Et d'ailleurs, personne ne réussira à faire tomber celle-ci. Voilà. Chez les jaunes, du coup, on a Pauline qui fait tomber une première cible. Ensuite, on a Amri, suivi de Sébastien, puis Aurélien. Donc voilà. Et je crois que c'est qu'à partir de là que les rouges font tomber leur première cible. D'abord, les rouges qui vont faire une remontada de fou. C'était plutôt cool. Léa des jaunes fera tomber une cinquième cible. Ah non, Léa, quand elle fait tomber la cinquième cible, les rouges en ont toujours pas fait tomber une. Donc c'est après Léa qui font tomber leur première cible. Ensuite, on a Pauline qui fait tomber une deuxième cible, Pauline qui fait tomber une troisième cible, Aurélien qui va faire tomber une deuxième cible pour la victoire. Et d'ailleurs, c'était trop bien parce que t'es là, t'as Aurélien et je crois que c'est Meissa, ils sont tous les deux en train de tirer. T'as un petit ralenti en mode, les deux sont à 7-7.
celui qui touche la cible, il a gagné. Et là, paf, Aurélien fait tomber sa deuxième cible, victoire des jaunes. Et c'était bien parce que au début, on s'est dit, ouh là là, on arrive déjà à du 4 ou 5-0. On se dit, les jaunes, ils vont gagner, ils vont marcher sur l'épreuve. Au final, t'as les rouges qui petit à petit remontent, pour jusqu'à revenir à égalité à 7-7. Et où tu te dis, c'est le premier qui réussit qui gagne. Ça, c'était génial. L'épreuve du VT était vraiment génial. Je regrette que l'épreuve des catapultes soit pas un peu plus complexe comme on a eu dans d'autres aventures. Mais en même temps, on a quand même eu un beau suspense, donc ça, c'était cool. Malgré quand même que les jaunes ont quand même tout gagné, mais c'était cool. Qu'est-ce que j'ai envie de dire de plus? Bah, félicitations à Pauline. Pauline, sans faute, à chaque fois qu'elle est passée, elle a fait tomber une cible, et en plus, c'est celle qui a fait la meilleure épreuve, hein, en faisant tomber 3 cibles, meilleure de son équipe, meilleure de toute équipe confondue. Donc, bravo Pauline. Voilà, elle qui passe son temps à se dénaturer, à pas avoir confiance en elle, et ben, comme elle le dit, elle peut trouver confiance en elle parce que, bah voilà, elle se donne à fond dans toutes les épreuves. Certes, ça ne paye pas toujours, hein, parce que bon, ils ont quand même eu 4 défaites d'affilée, mais là, voilà, elle a fait la meilleure perf. Bravo à elle. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant dans cette saison, c'est que les meilleures perfs, j'ai même envie de dire féminines, parce que chez les hommes encore, ceux qui ont gagné des épreuves masculines, ils ont quand même des bons gabarits. Mais chez les femmes, ce qui est assez étonnant, c'est que Julie, qui a fait la meilleure épreuve sur le bambou, et Pauline, qui a fait la meilleure épreuve sur la catapulte, sont pas les sportifs. Voilà. Bon, après, les sportifs, les gros sportifs comme Amri et tout ont été, je trouve, décevants sur les bambous. Mais là, tu te dis, c'est marrant, chez les femmes, c'est celles que tu attends le moins qui font les meilleures perfs. Je trouve ça marrant. Voilà, mais bon, après, c'est pas étonnant parfois, hein, parce que des fois, le mental marche mieux que les muscles. Et aussi, il faut pas oublier que bah, ceux qui sont musclés et tout prennent plus cher que les autres quand ils arrivent à koh. Par exemple, quelqu'un de tout sec comme moi qui n'est pas musclé, bah, j'ai moins de choses à perdre que quelqu'un qui est complètement en baraque. Donc, forcément, pour certains, faut pas oublier que la perte de poids et tout, euh, c'est dur aussi à gérer. Ensuite, on revient sur le camp. Donc, je crois qu'on n'a pas vu les jaunes sur le camp avant le conseil. Et si on les a vus, bah, ça devait pas être intéressant parce que j'ai rien noté. Chez les rouges, on a Émilie qui. Alors, du coup, c'est Jean qui parle, qui donne pour lui qui est pressenti pour être en danger ce soir. Donc, il nous donne Émilie. Qui prend beaucoup trop de place, qui dit trop de choses, enfin qui pourrait dire trop de choses et mettre la zizanie sur le camp. On a Julie, qui ne semble pas fiable sur les épreuves, non, qui semble faible sur les épreuves, mais qui se donne à fond sur le camp. Donc c'est un peu en mode, elle peut être en danger, parce que sur les épreuves, elle n'est pas très très forte, malgré sa grosse performance sur l'épreuve des bambous. Euh, mais en même temps, elle bosse à fond sur le camp, et ça, bah, c'est pas à négliger, hein. Pour ceux qui kiffent le sport, hein, les sportifs n'ont pas à se la couler douce sur le camp. Moi, je pense que je privilégierais toujours plus sur les votes quelqu'un qui n'est pas forcément le plus fort sur les épreuves, mais qui se donne à fond sur les épreuves et qui travaille sur le camp, plutôt que quelqu'un qui va tout donner sur les épreuves, va peut-être être très fort. Emily, c'est un peu pareil. Et Ricky, qui pourrait être en danger, parce je crois qu'il y a Maxime aussi qui fait cette réflexion, en mode Ricky se pose trop de questions et tout, notamment par rapport à sa blessure, machin, ce qui peut aller loin et tout. Et Maxime, il a cette réflexion que moi j'aime beaucoup et que je joue à peu près la même. Parce que pour moi, le plus important, c'est pas quelqu'un qui va être forcément très bon, mais quelqu'un qui va avoir la motivation d'aller loin. Et du coup, qui pourra aller loin avec toi. Parce qu'il faut pas oublier que sur l'épreuve, à partir du moment où tu arrives en individuel, c'est un peu méchant de dire ça, mais c'est quand même mieux de garder des gens qui sont plus faibles que toi.
Comme ça, toi, tu gagnes les immunités. T'as tes alliés autour de toi que tu peux protéger ou que eux peuvent te protéger quand eux ils gagnent. Et voilà, faut avoir une équipe, je pense, après les ambassadeurs assez variée entre les gens assez forts pour gagner des épreuves et te protéger, mais pour que toi aussi tu puisses en gagner et protéger tes alliés. Euh, voilà. Je pense que c'est quand même un bon mixte. Et en général, de toute façon, ceux qui sont moins bons une fois arrivés aux ambassadeurs, en général, ils survivent assez longtemps parce que du coup, ils sont plus trop des dangers pour gagner des immunités. Et en général, c'est ceux qui gagnent des immunités qui deviennent des dangers. Donc voilà. Mais de toute façon, c'est toujours une mécanique très particulière, Koh-Lanta, hein, qui ne change pas depuis 20 ans. Hein. Voilà, il y a des gens qui s'en plaignent régulièrement, hein, mais la mécanique n'a pas changé en 20 ans. Hein, c'est toujours la même. Hein. C'est toujours on élimine les faibles avant les ambassadeurs et ensuite on élimine les forts. La mécanique n'a jamais changé. Je vois souvent des gens s'en plaindre. Ça a toujours été comme ça. Hein. C'est pas depuis là, les dernières saisons que c'est comme ça. Hein. Ça a toujours été le cas. Voilà. Du coup, chez les rouges, on a également un mini règlement de compte entre Emily et Léa qui vont discuter par rapport au sujet Meghan de la semaine dernière. Voilà, donc c'est pas hyper intéressant ce qui se dit, hein, voilà. Puisque Emily n'est pas d'accord avec ce que Léa a dit la dernière fois, du coup elle revient en parler à Léa, donc ce qui semble prouver du moins une chose, c'est que c'est bien Emily qui parle dans le dos des gens. Voilà. Même si apparemment Emily a dit que oui, mais moi j'ai pas dit ça comme ça, comme Léa l'a dit, le fait qu'elle dise ça à Léa semble prouver que c'est bien elle qui parle dans le dos des gens. Donc déjà, ça donne un indice assez intéressant. Qu'est-ce que j'ai noté, hein? Emily tentera de se défendre en allant voir Meghan, mais c'est trop tard. Oui, effectivement, c'est vrai qu'Emily va aller voir Meghan en mode de oui, c'est vrai que j'ai parlé à Léa, mais je lui ai pas dit que t'étais un danger, que tu parlais trop dans son dos. Euh, ouais, c'est bizarre un peu. Elle n'a pas une très bonne façon de se défendre, Emily. Sauf qu'en plus, comme Megan le dit, c'est un peu trop tard. Et en plus, comme elle dit, même si Léa a peut-être pas dit toute la vérité, Léa va pas raconter non plus n'importe quoi sans raison. Donc, c'est que il y a quand même un fondement sur ce que Léa a dit, et du coup, Megan reste quand même soupçonneuse d'Emily. C'est en mode Léa fout la merde partout à raconter ses trucs, mais en même temps, ce qui est dit, c'est pas non plus sans fondement. C'est qu'il y a quand même des choses qui se passent derrière. Et le fait qu'Emily, en plus, vienne voir Megan en se défendant, oui, j'ai parlé à Léa, mais je l'ai pas dit comme elle l'a dit à vous hier ou avant-hier, parce que pour eux, il y a que 1 ou 2 jours de passé. Ça montre quand même que Léa parle dans le dos des gens. Donc, pas la meilleure façon de se défendre. Du coup, on arrive au conseil. On a le règlement de compte entre Emily et Léa, toujours en ce qui concerne Meghan. Je sais pas ce qu'elle a, cette Meghan. Moi, je l'aime bien, Meghan, honnêtement. Je trouve que des fois, elle a des bonnes réflexions et tout. D'ailleurs, le fait de ne pas faire confiance bêtement à, à Emily, c'est une bonne chose. Voilà, elle n'est pas naïve, ça j'aime bien. J'aime pas les gens naïfs à Koh-Lanta. Je dis pas que ce sont des gens forcément. En général, les gens naïfs à Koh Lanta, c'est que ce sont des gens gentils. Mais les gens gentils n'ont pas trop leur place à Koh Lanta parce qu'ils sont bouffés et ils vont pas souvent très très loin. Voilà. Et souvent des gens qui jouent mal, les gens naïfs. On l'a vu avec des Loïc et tout ça. Hein. Voilà, c'est oh, j'ai peur de voter. Ah mais machin, je suis trop gentil et machin. Et après tu te fais avoir facilement. Et voilà. Surtout que je me souviens de Loïc, quand il s'est fait éliminer, c'était en mode oui, j'ai voté contre toi, normalement on devait aller ensemble, mais j'ai voté contre toi parce que je savais que toi tu m'en voudrais pas. Et oui, c'est ça d'être trop gentil à Koh-Lanta. C'est on vote pour le gars qui est trop gentil parce que de toute façon, il va pas s'énerver, il m'en voudra pas, et hop. Et oui, c'est comme ça. Du coup, on revient sur le cas Meghan, encore une fois. Emily revient sur le fait de dire oui, j'ai parlé machin de Meghan. Alors je crois qu'elle me dit un truc, hein, puisqu'elle a un fort caractère, ou je sais pas quoi, faut faire attention. Mais je l'ai pas dit de manière méchante et tout. Là où Léa, elle va clairement dire l'inverse, en mode si, moi elle m'a dit clairement,
méfie-toi de Megan. Donc, bon, Megan, elle sait pas trop de qui elle doit se méfier ou pas. Quand Emily fait, mais enfin, quand Denis fait, vous comprenez ce qu'elle dit Emily, et ta Megan fait, oui, oui. Alors, elle fait, oui, oui, mais en même temps, après, elle vote quand même contre Emily, parce que bon, voilà, il y en a marre de qu'elle foute la merde partout. Et je pense que le point qui a déterminé la chute d'Emily, c'est la question que tout le monde attendait depuis je ne sais pas combien de temps. Franchement, je comprends pas pourquoi ce sujet n'a pas été posé sur la table depuis longtemps. Meissa, enfin, il a fait quelque chose d'intéressant. Il nous dit, bon, pendant qu'on est en train de régler les problèmes là, Émilie, est-ce que la rumeur comme quoi t'aurais fouillé le sac d'Alicia est vrai? Et là, bah, Émilie, forcément, oui, elle avoue, hein, elle n'a pas le choix. Sauf que là, la révélation de fou. Alors, on s'y attendait pas parce que faut remettre en contexte. L'histoire est arrivée aux oreilles de Meissa parce que Julie a dit à Meissa que Emily avait fouillé dans le sac d'Alicia, qu'il fallait faire attention. Du coup, qui était revenu aux oreilles de Ricky, qui fait que Ricky fait attention avec son collier, qui fait que Julie elle-même fait attention avec son indice et tout, qu'elle avait. Et du coup, là, on apprend quoi? Emily qui nous dit, alors oui, on était trois. Et là, tu dis, hein? On était trois? Et elle fait oui, alors moi j'ai fouillé dans le sac, et il y a Julie et Cécile qui m'ont caché pour pas qu'on voit que je fouille dans le sac. Et là tu te dis, mais c'est encore pire que ce qu'on pensait. Genre, Julie, elle a aidé à fouiller dans le sac, et après elle a été le raconter aux autres. Du coup, elle aussi, il faut s'en méfier de Julie, puisqu'elle a réussi. Mais après, elle a bien joué son jeu, parce qu'elle a réussi à provoquer la chute d'Emily sans que les gens se doutent qu'elle était dans le truc. Et après, comme Julie a fait, Julie et Cécile en plus, ils ont une défense qui est pas terrible. En même temps, c'est difficile de se défendre de ça, hein, parce qu'elles vont se défendre de mode, oui, mais nous, on n'aurait jamais fouillé dans le sac, on n'a pas mis la main devant. Et après, comme Denis dit, oui, mais vous l'avez aidé, vous l'avez caché. Ils font, oui, bah ça, on peut pas le nier. On a aidé, on a caché, on l'assume, mais c'est pas nous qui avons mis la main dedans. Mais que tu mettes la main dedans ou pas, en cachant Emily, tu as validé l'action. Tout simplement, t'as pas à dire oui, je suis pour, je suis pas pour, j'aurais mis la main dedans, j'aurais pas mis la main dedans. Tu as aidé à cacher, tu es tout autant coupable que la personne qui a pris dedans. Point barre. Voilà, pour moi, Julie et Cécile sont tout autant coupables que Émilie, parce que je crois que c'est Cécile ou Julie, une des deux, qui va dire oui, mais comme Émilie elle est trop directive, bah voilà, on l'a caché, machin. Non, non, c'est pas acceptable, pas du tout acceptable comme question. Parce que sinon, moi demain, je te dis, allez, hop, tout le monde vote contre toi parce que je t'aime pas, et comme je suis directif, tout le monde doit m'obéir, donc tout le monde doit voter contre toi, c'est débile. C'est nul comme argument. Euh, Franchement, j'aime pas où t'es sur une épreuve éliminatoire, juste parce que quelqu'un est directif, te dit vas-y, abandonne, parce que moi je veux gagner, t'abandonnes. Non, 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 l'argument il passe pas du tout. T'es directif, donc j'ai juste obéi, et puis c'est limite encore pire, hein, de dire ça comme ça. Je pense que Julie et Cécile, ça les a arrangés énormément de savoir que Alicia n'avait pas de collier. Et ça les a arrangés d'aller le dire à tout le monde qu'il y a eu fouillage de sac. Et en même temps, fouillage de sac, que Alicia n'avait rien dans son sac pour l'éliminer. Donc au bout d'un moment, après, il faut pas dire oui, non, nous on ne l'aurait jamais fait comme elle, on a fouillé parce qu'elle était directive. Voilà. Ma réaction quand elle dit ça. Euh, je suis pas du tout convaincu des excuses de Julie et Cécile, hein. Voilà, pour moi, à partir du moment où tu caches, tu peux pas trouver excuse, oui, machin, tu es trop directif, tu aurais pu juste dire non. Tu aurais pu dire non, tu aurais pu dire aux autres, et si on va au conseil, là, celle-là, elle pose problème, elle veut fouiller dans les sacs, un comportement qui est pas acceptable. Surtout que tout le monde est en mode ouais, c'est pas bien ce qu'Emily, si elle l'a fait vraiment, c'est pas bien ce qu'elle a fait, machin et tout. Ah, et là, tu dis dans l'autre, t'en as deux qui l'ont aidé à faire, tu dis c'est incroyable les retournements de situation. J'espère que Julie et Cécile vont quand même
ne pas s'en sentir indemne de tout ça, parce que, encore une fois, je vous répète, mais pour moi, tu aides à une action comme ça, tu es tout aussi coupable, hein. Voilà. Euh, je veux dire, je sais pas, c'est comme si tu aidais quelqu'un euh, à commettre un délit et que tu dis, bah non, moi j'étais juste là en soutien, juste regardé, j'ai pas, je sais pas, tu vas faire un vol dans une épicerie, tu dis, ah non, moi j'ai juste regardé, hein, j'ai rien pris, bah oui, bah t'étais là, t'étais avec eux, voilà, hein. Tu fais partie de l'équipe, t'es tout aussi coupable, hein. Là c'est pareil, hein. Bon, c'est pas très grave, c'est qu'un jeu, mais quand même, il y a du culot cette année, j'aime bien. Franchement, il y a quand même du culot. Ça fait pas de mes aventuriers préférés, mais il y a quand même du culot chez certains, et je trouve ça. Ça donne du divertissement, c'est très bien. De l'autre côté, une fois que tout le monde a voté, Julie sort de son collier d'immunité parce que bah, elle n'a pas le choix, tout simplement. Et elle décide de le donner à Léa. Alors quand elle l'a fait, moi j'étais trop content. Parce que Léa était le nom le plus évident à être éliminé. Depuis qu'elle est là, tout le monde lui en met plein la gueule. D'ailleurs, des fois, c'est même pas justifié qu'on mette plein la gueule à Léa. Je suis pas fan d'elle, mais je trouve que de la part notamment de David ou Meissa, je trouve que des fois, elle s'en prend plein la gueule alors qu'il n'y a pas de raison qu'elle s'en prenne plein la gueule, hein. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas de raison. Et du coup, pour moi, c'était un peu trop évident. Et en plus, tout le monde était en mode, ouais, Léa, machin. Quand tu regardes hein, dans les gens qui étaient soupçonnés de pouvoir se faire éliminer, Léa est revenue quasiment à chaque fois. Donc, j'ai eu peur pour Léa, même si je la soutiens pas. Pour moi, elle méritait pas de sortir ce soir. Qu'elle sorte plus tard, ça me dérange pas, mais j'avais envie qu'Emilie elle parte ce soir. Donc, quand Julie a sorti son collet pour dire, bah, je vais protéger Léa. J'avoue que j'ai poussé un petit yes. J'étais content, j'étais content. Bon, après, on va encore nous dire est-ce que c'est bien joué, c'est pas bien joué. Encore une fois, c'est compliqué de se dire est-ce que quelqu'un a bien joué quand il est obligé de jouer son collier. C'est pas là, elle peut le garder et puis le jouer quand elle veut, là, c'est obligé de le jouer. Et en vrai, je trouve qu'il est pas si mal joué que ça, dans le sens où, bah, quand on regarde les voix ont été que sur deux personnes, et elle a donné son collier à la deuxième personne qui a reçu des votes. Donc en soi, c'est qu'elle a eu un bon jugement de savoir qui allait recevoir des votes. Après, effectivement, moi je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de votes pour Léa, ce qui n'a pas été le cas. Il y a eu 2 votes Léa, 8 votes Émilie. Mais je pense que la révélation d'Émilie a voté contre elle. Donc voilà, des défaites d'Émilie, voilà, qui est éliminée. Pas une grosse perte pour moi, j'étais pas hyper fan. Bon, donc voilà. Moi, de toute façon, chez les rouges, il n'y a que Ricky et Megan que j'aime bien. Maxime a des bonnes réflexions, mais je trouve qu'on le voit pas beaucoup. Dans cet épisode, on l'a quasiment pas vu. Il y a juste eu une bonne réflexion sur le fait de dire que vaut mieux garder quelqu'un qui a un excellent mental et qui va aller loin plutôt que quelqu'un qui se pose beaucoup trop de questions et qui, même s'il est fort techniquement, bah, le fait de trop se poser de questions sur lui-même va le rendre moins performant sur les épreuves puisqu'il va douter. Ça, j'ai beaucoup aimé sa réflexion, mais Maxime, en soi, je suis pas non plus un grand fan. Donc pour l'instant, chez les rouges, les deux que j'aime bien, ils sont encore là. Chez les jaunes, les deux que j'aime bien, Léa et Océane sont encore là. Donc pour l'instant, tout se passe bien chez mes favoris de cette saison. Du coup, j'avoue que pendant le teaser, je peux vous dire que là, je suis l'un des fans de koh les plus heureux au monde. Ah, je suis un des plus heureux au monde. Ça fait plein de fois que je dis que je rêve de revoir un trek. Les treks, ça me manque. Et là, quand on a vu le teasing en mode il y a un trek la semaine dernière, mais alors là, j'ai poussé un cri de joie. Je pense que vous n'imaginez pas, mais si je m'étais filmé en direct, vous aurez dû voir la réaction. Je ne ferai pas semblant de refaire la réaction devant vous, mais quel bonheur, quel bonheur. Les treks, ça me manque, c'est trop bien les treks. Alors oui, c'est plus dangereux et tout, c'est plus difficile à gérer peut-être que bah, quand t'en fais pas,
mais je pense que ça fait plus de 10 ans, je pense qu'on n'a pas eu de trek, hein, et ça me manque, alors forcément, pour nous, ceux qui regardent koh depuis très longtemps, je pense qu'on est tous très contents. J'ai hâte de voir la réaction de Maxime qui fait des vidéos, mais je suis sûr qu'il aura exactement la même. Je pense que tous ceux qui regardent koh depuis longtemps auront la même. Les treks, c'était incroyable. Surtout que tu quittes ton camp, tu dois dormir à la belle étoile, tu fais des longues marches, tu te fatigues énormément. Ils vont faire une épreuve dans la nuit, mais j'ai trop envie de voir ça, j'ai trop envie de voir ça. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'être mardi prochain. Tu vois, j'ai limite même pas envie de voir Pékin Express, hein. Là, j'ai qu'une envie, c'est de voir le trek. Tellement je suis hypé par le retour du trek. Ça fait tellement longtemps que nous, les gens qui aiment cette épreuve, on est en mode quand est-ce que ça revient, on attend que ça, que, ouais, on est trop heureux. On est trop heureux. Et, et voilà. Et ce qui est très cool en plus, c'est que ceux qui regardent koh depuis le Covid ou un peu avant le Covid, hein, ou après la reprise, du coup, et quand il y a eu la pause, il y a eu une pause par rapport à un aventure. Non, attends, la pause. Avant, non, c'était même pas là la pause. Est-ce qu'il y a eu une pause quand il y a eu une personne qui était décédée? Mais du coup, c'était entre la saison 12 et 14. Donc non, et après il y a eu une pause avec la fille du footballeur qui a accusé un gars de viol, enfin ou d'agression sexuelle, je sais plus. Voilà, je sais pas où ça aboutit cette histoire d'ailleurs. Euh, mais voilà, c'est du coup qui avait rajouté une pause. Mais globalement, tous ceux qui ont découvert koh milieu, fin année 2010 ou année 2020 n'auront pas connu le trek. Parce que le trek s'est arrêté quand même assez tôt, hein. Je crois que ça a dû s'arrêter vers 2011. 2012, je peux pas dire parce que j'ai pas eu la saison entière, elle me faisait trop chier la saison 12. Saison 11, je suis même pas sûr qu'il y ait eu un trek dans la saison de Théoura. Même dans la saison de Claude, je suis même pas sûr. La saison de Freddy, la saison 9, je crois qu'il y a eu. Saison 10, la saison de Claude, j'en suis déjà plus certain que le trek était encore là. Et la saison 11 avec Théora, j'en suis encore moins sûr. Mais du coup, dites-vous que ouais, ça fait quand même plus de 10 ans, autour des 10 années, qu'on n'a pas eu de trek. Donc il y en a énormément de spectateurs, du coup, qui sont assez récents pour koh qui vont découvrir c'est quoi le trek. Et vous allez voir, c'est génial. Moi, je surkiffe le trek. Je pense qu'il y aura. Je pense que la semaine prochaine, je pourrais pas être. De toute façon, l'objectivité, encore une fois, ça n'existe pas. Mais alors là, je serais obligé d'aimer un épisode où il y a un trek. C'est trop bien. L'épreuve qu'ils font, en plus, un truc d'équilibre. C'est le genre d'épreuve que j'aime bien. Pas les plus passionnantes, mais que j'aime bien. Enfin bref, je pense qu'on va avoir un bon épisode. Donc, on s'arrête là. Hein. D'habitude, je parle pas des teasings, mais là, obligé, trop content. Trop content. koh cette année, ils nous mettent bien, franchement ils nous mettent bien, voilà. Et rien que le fait qu'il y aura un trek dans cette saison, pour moi ça fait que ça peut pas être une des pires saisons qui existent de koh bref. Du coup on va s'arrêter là, la vidéo est très longue, je suis désolé, j'ai fait une très très grosse digression en début de vidéo, hein. Techniquement la vidéo aurait pu faire 40 minutes au lieu d'une heure, mais il y a des choses qui pour moi sont importantes, revenir sur ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est plutôt important de revenir dessus. Euh, Pardon. Donc voilà. Peut-être que certains ça n'intéresse pas, mais moi je trouve que c'est plutôt intéressant. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous avez aimé ou pas aimé. N'hésitez pas à me dire pour vous si vous trouvez que cette saison est la pire de koh pour vous, mais je parle bien pour vous ou pas. Voilà. C'est intéressant de savoir, vous, qui des saisons préférées et les saisons que vous aimez le moins. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Moi, j'avoue que ma préférée, c'est quasiment impossible à dire. Parce que j'ai kiffé la saison 5, j'ai kiffé la saison 6. La saison 7, c'était Grégoire, ouais, l'affrontement Grégoire-Jade, ça j'ai kiffé. La saison 9, elle était géniale. La 10 était géniale. J'ai beaucoup aimé la saison 15 parce que c'est là où j'ai redécouvert koh ce que j'avais arrêté depuis un moment. La saison 15, j'ai adoré. La saison 17 avec Clémentine, moi j'ai adoré. La saison 18, j'ai adoré. Par contre, après la saison 18, j'ai trouvé la saison bonne, mais ouais, après la saison 18, pour moi, c'est devenu. Et je dirais pas que c'est devenu moins bon, mais c'est devenu les saisons qui m'intéressent moins. Avec le creux entre 2010, 2015, puis l'avant, genre la saison 1 à saison 4,
Bon, après, c'est des saisons qui sont difficiles à voir en entier sur internet, mais ça fait quand même beaucoup de saisons que j'adore, donc pour moi, c'est plus difficile de trouver une saison que j'aime énormément. Par contre, celle que j'aime moins, j'ai déjà dit plus tôt, donc voilà. Donc n'hésitez pas, vous, à faire la même chose en commentaire. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Peut-être, comme la vidéo va sûrement sortir en soirée, si vous la voyez automatiquement. Du coup, sûrement plus une bonne soirée. Ciao.